Audio Jungle. Donc on va parler business model à l'usage. Alors moi qui je suis Olivier Martineau, j'ai fait des startups dans le SaaS B2B précédemment, donc c'est carrément ma spécialité. J'ai commencé il y a un petit moment maintenant, puisque ma première startup, c'était 42 stores. C'est toujours, parce que je suis toujours actionnaire, mais j'ai même encore un bureau là-bas, c'est assez cool. Et 42 stores, en fait, c'est un SaaS pour faire du e-commerce. Et en fait, vous connaissez tous Shopify, pour la plupart. Okay. En fait, mon constat, c'était que Shopify, c'était vraiment très très nul. Voilà. Et qu'on allait faire mieux qu'eux. Et en fait, déjà, dès la sortie, on faisait mieux qu'eux. Mais l'histoire fait que vous connaissez Shopify et vous ne connaissez pas 42 stores. Donc, à un moment, voilà, la dure vie des startups, c'est comme ça, on apprend. D'ailleurs, avec mon associé, on a été s'aérer un petit peu, on a fait un geek trip, on a été à San Francisco visiter des startups en 2009, c'était fin 2009. C'était un peu les débuts de Twitter, de Facebook, tout ça. Ça devait avoir 2 ans max. En fait, là-dessus, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème pour les e-commerçants. À l'époque, on surfait sur les sites e-commerce. On allait de site en site découvrir des choses, c'était extraordinaire. Que en fait, selon la célèbre formule de Moujotte, que les réseaux sociaux allaient bouffer du temps de cerveau aux internautes. Et du coup, on s'est dit qu'il faut trouver un truc pour reconnecter les réseaux sociaux avec les sites e-commerce. Et on a créé 42 Stores. Donc, 42 Stores, c'est une plateforme SaaS d'acquisition et de fidélisation clients pour les e-commerçants principalement. Et ça a beaucoup mieux fonctionné. On a monté jusqu'à une équipe de 40 personnes. On a fait 2 millions d'ARR. Et puis après, mon fonds voulait sortir. Donc, on a revendu. J'ai intégré un truc. Et puis, l'autre histoire, ça marche jamais bien, les intégrations dans des boîtes. Donc, globalement, ça se finit comme ça la plupart du temps. Donc des fois ça marche bien, mais des fois ça marche moyen. Donc là, ça a marché moyen. On avait un side project dans Spread qui était un outil de facturation d'abonnement parce qu'en fait, nous, on a grossi, on a développé dans notre petit coin notre gestion d'abonnement. Faut pas le faire. 1, faut pas le faire. 2, faut pas utiliser Stripe pour le faire. C'est le deuxième truc, je suis désolé. Je vous dirai pas pourquoi. Donc, on a développé un outil de facturation d'abonnement qui s'appelle Subsguru, qui était, pour une fois, c'était pour les SaaS, mais c'était un objectif de le sortir en open source. Et en fait, comme on a été racheté juste au même moment où on l'a déployé chez nous, en fait, on ne l'a pas sorti parce qu'après, on avait d'autres objectifs en fait, sur les intégrations du groupe et c'était trop chronophage. Donc, on ne l'a jamais sorti. Il est utilisé toujours par 2 boîtes. Donc ça fonctionne bien. Puis après, j'ai fini par sortir de Spread après mon rachat et j'ai fait une 4e startup qui s'appelle Churniro. Parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup les KPI. C'est pour ça que je viens vous en parler. J'aime beaucoup les KPI, j'aime beaucoup le business model SaaS. Et je me suis dit, il y a certainement plein de startups qui ont les mêmes problèmes que ceux que j'avais sur l'analyse des KPI pour aller trouver de la croissance. En fait, il y en a plein qui ont le problème, mais il n'y en a aucune qui veut payer pour. Donc maintenant, j'ai fait un studio no-code qui s'appelle Reverall et on construit des outils pour soit d'un côté des startups qui ont besoin d'un MVP ou plus, soit des boîtes plus tradies en fait, qui ont des problématiques de croissance, qui ont des problématiques d'informatique un petit peu plus avancées que utiliser des trucs standards. Et on construit des solutions pour eux. Donc on fait du product management et puis du build dans nos codes. Donc voilà, moi j'ai un profil mi-dev, mi-market, j'ai une formation de dev, et c'est marrant, je n'ai jamais été salarié pour être dev. Par contre, j'ai toujours commencé les projets de mes startups moi-même, donc j'étais toujours bénévole. Et puis en fait, après, j'ai fait quand même beaucoup de market, et puis quand on est CEO, on fait tout. Hein. À un moment, j'avais mis dans ma bio « homme à tout faire ». Voilà. C'est un peu ça. Hein. Quand il y en a un qui doit changer les cartouches, en fait, c'est le CEO, hein, c'est pas les salariés. Les salariés ne savent pas changer les cartouches, je sais pas, d'imprimante, c'est un truc incroyable. Voilà. Donc voilà. Et puis du coup, ça m'a vachement orienté vers la data, tout ça, parce que data marketing, forcément, un petit peu tous ces sujets-là. Et ce qui m'amène à vous parler des KPI SaaS, qui est quand même la base. Ça, c'est mon côté data. Moi, j'aime bien quand on parle de choses qui sont mesurables et pas seulement des impressions. Et quand on construit son business model,
modèle, au début, on part d'impression en fait, il y a quand même un modèle économique très particulier sur le SaaS et ce modèle est décliné sur une façon de calculer les KPI et si vous faites de l'abonnement, il faut calculer vos KPI comme ça. Enfin, il ne faut pas chercher d'autres trucs, il faut chercher à inventer des méta-KPI, etc. Ça, vous faites ça et vous les maîtrisez déjà. Et je vais vous montrer comment ça se maîtrise et comment ça se construit, parce que le premier sujet, il est là d'abord, c'est avoir des chiffres fiables. Et moi, c'est ce que j'ai constaté à chaque fois, à la fois dans le Churn Hero et toutes les boîtes que j'ai accompagnées, c'est qu'à un moment, les chiffres, ils sont approximatifs. Et quand on prend des trucs approximatifs, ça finit par être n'importe quoi à la fin, et je vais vous expliquer pourquoi c'est n'importe quoi à la fin. Alors, le premier truc, ça va être de calculer son nombre de clients. Alors, ça paraît simple. Ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Méfiez-vous, la première erreur, elle est là. Vous pouvez jouer à un jeu, dans votre boîte, même les 3 fondateurs, combien vous avez de clients? Dites-moi chacun combien vous avez de clients. Vous n'en avez pas encore? Client, c'est utilisateur. Ouais, tiens, voilà, première question, c'est quoi un client? Première question, c'est quoi un client? Exactement, toi, c'est exactement ça la démo. Qu'est-ce qu'on compte en fait? Ouais, alors un utilisateur qui paye, ouais. 530. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ouais, si on avait mis un chiffre. Si on avait mis un chiffre. Ça dépend de la définition. En fait, le jeu, c'est en fait, on demande dans la boîte à chacun sur un petit papier de noter le nombre de clients. Et en fait, vous allez voir que le chiffre diverge complètement. Et en fait, ce chiffre-là, c'est une base qui est hyper importante. Donc, il faut bien définir et il faut bien mettre une définition derrière pour que vous soyez sûr du sujet. Alors, à partir du nombre de clients, normalement, on va calculer le MRR, donc le Monthly Recurring Revenue, la somme totale des abonnements ramenés à un montant mensuel. Vous ne collez pas des abonnements annuels ni des abonnements trimestriels, ça n'a rien à voir avec votre chiffre d'affaires. Et c'est que la partie abonnement. Ce n'est pas les prestats, les achats, tout ce que vous voulez. Le MRR, c'est que la partie récurrente où vous êtes sûr que le mois prochain, vous allez facturer approximativement la même chose. Et avec ça, on va pouvoir calculer un ARPU, donc qui est le revenu moyen par utilisateur. Okay, donc vous voyez que si vous vous êtes trompé sur le nombre de clients, déjà votre ARPU il est faux. Déjà il est un petit peu faux. Donc il vaut mieux qu'il soit un petit peu juste, vous allez voir tout de suite pourquoi après. Le MRR en général ça va, on arrive à le calculer sans trop de difficultés, c'est pas la catastrophe. Alors, de l'autre côté, sur le nombre de clients, en fait, on va avoir des KPI qui vont être intéressants. C'est évidemment l'acquisition, le newbies, donc ce qu'on va calculer en termes d'achat. Donc ça, c'est d'acquisition client, en fait, combien on rentre de nouveaux clients tous les mois. Donc ça, en général, on arrive à mesurer si on a la bonne définition, ça fonctionne. Et puis de l'autre côté, on va avoir le nombre de clients perdus. Ça aussi, normalement, on arrive à voir. Modulo le fait que quand est-ce que quelqu'un commence à être client, ça on arrive à voir quand il commence à payer, quand on lui met sa première facture. Quand est-ce qu'il arrête d'être client? Est-ce que quand sa carte bancaire elle est rejetée, il est encore client ou pas? Par exemple. Et en fait, et si la carte a fini par passer, est-ce qu'à un moment il n'a pas été client ou il a continué à être client? Et ça va avoir un impact hyper important sur le churn. Et le taux de churn, on me demande souvent c'est quoi un bon taux de churn? Ça n'existe pas. Ça dépend tellement de votre activité que ça n'existe pas. C'est un truc, je peux vous donner un peu, je sais pas, entre 2 et 3 par mois. Sur un SaaS B2B par exemple, on est à peu près, on est dans la moyenne haute, on va dire. Si on est plus performant, on est en dessous de 2. Et on va en reparler après. Alors, ces deux-là, en fait, ils vont être très importants parce que derrière, ils vont nous permettre de calculer la LTV. Donc, c'est la lifetime value, la valeur de votre client sur la durée du contrat qu'il va avoir avec vous. C'est une formule mathématique qui est toute bête, mais qui vous permet de calculer la valeur de votre client et ça va être hyper important encore derrière. Donc, vous voyez en fait que le LTV dépend du nombre de clients, du MRR, du churn. Donc, si à chaque fois, on a des petites erreurs, à la fin, votre LTV est complètement fausse.
Elle est complètement fausse. Notamment parce qu'en fait, la LTV, c'est l'ARPU divisé par le churn. Parce que 1 sur le churn, ça donne le nombre de mois d'abonnement, en fait. Et comment est-ce qu'on calcule si notre SaaS il est rentable? Il y a un ratio qui est communément admis et que les invests suivent, c'est le ratio LTV sur CAC. Donc la valeur totale de notre client, on va mettre combien de temps à récupérer les coûts d'acquisition? Voilà. Donc il faut que ce soit supérieur à 3. Si c'est 4, c'est top. Si c'est 5, il n'y a pas de problème. Si c'est plus que 5, là, vous allez voir n'importe quel VC, ils vont cracher le pognon. Enfin, ils auraient craché le pognon avant parce que maintenant, on a d'autres problématiques de rentabilité qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est la base du business model du SaaS et des business models sur abonnement, elle est là. Il faut qu'on gagne 3 fois plus d'argent que ce que ça nous coûte d'acquérir un client. Et d'ailleurs, c'est là qu'apparaît le besoin de financement, où c'est là qu'on galère pour la croissance. C'est qu'à un moment, il faut du cash pour avoir des clients et pour rentabiliser plus tard. Donc là, c'est toute la difficulté. Et tout le monde dit non, mais c'est facile de faire un logiciel, tout ça, etc. On n'a pas besoin d'argent, on le fait en no-code, super, etc. Ouais, mais en vrai, on a des coûts d'acquisition. Et ces coûts d'acquisition, eh ben, il faut les amortir et si on n'a pas d'investissement pour soutenir cet effort financier, eh bien, on ne peut pas faire de croissance. Donc c'est juste mathématique. Voilà, donc pour revoir l'ensemble, c'est vraiment ça. Et le taux de churn, en fait, si vous vous trompez, par exemple, si vous passez de 0,3 à 0,4, enfin de 3% à 4% en fait, ben vous allez avoir une LTV qui va varier de 25% en fait. Donc c'est énorme comme élément et du coup ça fausse complètement votre réflexion et votre rentabilité sur votre business model. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de la question sur les indicateurs. Il y en a encore un autre dont je vais parler tout à l'heure qui s'appelle le NDR ou le NRR. Je vous en parle après, qui est un des derniers indicateurs qu'on utilise et qui est quelque chose sur lequel on fait très attention, mais là, la base, elle est là. Ouais. Est-ce que le modèle que vous développez, il suppose que le service ne coûte rien? Alors, oui. Oui. Alors, en général, dans le SaaS, on considère que les coûts de dev sont marginaux à terme. Des coûts de fonctionnement. Moi, je suis sur le ouais. Alors, en fait, si ça fonctionne, s'il y a des coûts en fait, de fonctionnement importants, on fait un modèle net, en fait. Alors, soit on enlève sur la LTV tous les coûts de fonctionnement pour avoir un ratio LTV sur CAC où là, on a enlevé les coûts de fonctionnement. Ouais, effectivement. Non, mais les IA, il faut faire des IA qui ne coûtent pas cher. On a posé la question de c'est quoi un client, mais je ne suis pas sûr qu'on ait... Alors, en fait, non. J'ai pas répondu. En fait, parce que c'est très différent suivant les cas. Donc, en fait, c'est à vous de définir un client, ce que c'est un client, et surtout, c'est les moments de transition qui sont importants. C'est vraiment à ce moment-là, c'est plus les moments de transition qui sont importants que le statut. Donc, c'est dire à quel moment on considère qu'un utilisateur devient client. À quel moment on considère qu'un utilisateur arrête de devenir client. Et là, on se pose les bonnes questions par rapport à ces sujets-là. Et ça peut être très différent. Par exemple, quand on fait du e-commerce, moi je fais du e-commerce avant, on considère qu'un client, c'est quelqu'un qui a commandé dans les X derniers mois, par exemple. Alors qu'il n'a pas fait de transaction avec nous, mais on considère qu'il est encore client quand il a commandé sur 3 mois. En fait, on essaye de gérer par rapport au taux de renouvellement, de l'achat, des choses comme ça, quoi. Par exemple, chez toi, où tu es sur des gestions de séries, bah, si il loupe un épisode, bah, peut-être qu'il n'est plus client. Ouais. Par exemple. Donc, c'est à voir. Ouais. À quel moment un lifetime deal peut être intéressant? Qu'est-ce que tu appelles lifetime deal? Un achat et il a accès à... Ah ouais. Alors là, on est complètement sur un autre modèle. Jamais.
Non, c'est pas vrai. Mais en fait, les lifetime deals, ouais, c'est pour ceux qui voient, c'est en fait, au lieu de prendre un abonnement, les utilisateurs, on leur donne du cash, contre du cash, ils ont accès à vie à du SaaS. Ça n'a pas de sens en termes de modèle économique. Parce qu'en fait, on n'a pas de visibilité sur la durée d'usage et ce que ça va nous coûter en termes de coûts. Par contre, ça a un vrai intérêt pour faire rentrer du cash au début. Et typiquement, avec tous les deals type secret machin, etc., on met des lifetime deals, ça permet de rentrer pas mal de cash et du coup d'amortir une partie des coûts de développement ou des futurs coûts d'acquisition. Donc ça, c'est assez intéressant et par rapport au ratio LTV sur CAC, ce qui est intéressant, c'est que le CAC, il est maîtrisé et on récupère l'intégralité de la LTV tout de suite. Donc, le tarif de ton lifetime deal, il devrait être la LTV un peu discountée. Mais en général, c'est assez difficile parce que ça, c'est le genre de truc qu'on fait tout au début. Et on n'a pas de vision sur ces KPI, les KPI ne sont pas stables. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un truc pour rentrer du cash. Et c'est un modèle, alors, on le voit beaucoup en acquisition au départ, on le voit de temps en temps sur certains outils maintenant, mais pour moi, ça n'a pas de sens sur du SaaS. Mais bon. C'est pour rebondir sur les KPI qui sont pas stables. Est-ce que vous pouvez définir c'est quoi des KPI stables? Alors ouais, en fait, des KPI stables, notamment le churn, parce qu'en fait, les clients perdus, pour avoir une statistique suffisante, il y a les effets statistiques, ce qui fait qu'il faut avoir une volumétrie suffisamment importante pour que le côté statistique fonctionne. Hein. C'est les marges d'erreur, etc. Enfin, tous ces concepts statistiques. Donc, au début, en fait, on va rentrer des utilisateurs, on va en perdre. Des fois, on va en perdre rapidement pour de mauvaises raisons. Parce qu'on s'est mal occupé de lui, parce que c'était pas un bon client. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on n'a pas les process, on n'est pas carré sur les trucs. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles, au début, on perd des clients qu'on ne devrait pas perdre. Ou au contraire, si, on n'aurait peut-être même pas dû les rentrer, en fait. Donc là, il y a une question sur le taux de churn, où vraiment le taux de churn, il va bouger comme ça. En fait, c'est ça, le taux de churn, au début, il fait ça. Et puis après, il commence à se stabiliser. Et puis plus on a de volume, et puis à bout d'un moment, il est quasiment linéaire, ou alors on va travailler pour le faire bouger un petit peu, etc. Ou alors il y a des saisonnalités, mais ça c'est encore une autre histoire. Ouais, mais c'est ça, c'est une question de volume. Au début, le taux de churn, on a un volume qui est approximatif. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'à un moment, vous allez voir des invests qui vont demander la LTV, le taux de churn, machin, ça. Alors, vous allez faire comme si vous maîtrisiez à fond le truc et que vous étiez capable d'être assis sur vos trucs alors que vous savez très bien que vos KPI bougent tout le temps, quoi. Tu peux réexpliquer le calcul pour le churn ? Le taux de churn, alors en fait, je n'ai pas expliqué, mais vous trouverez plein de documentation là-dessus. C'est le nombre de clients qu'on a perdus dans le mois divisé par le nombre de clients qu'on avait au début du mois. Au début du mois. Donc, on avait 100 clients au début du mois, on en a perdu 2, le taux de churn, il est de 2%. Voilà. C'est comme ça que ça se calcule. Ce n'est pas le nombre de clients du fin de mois. C'est triché si on fait ça. Ouais. À partir, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, à partir de quand est-ce que la LTV, on considère qu'elle est, elle est correcte? Est-ce que c'est 3 mois, 6 mois? Jamais. Non. Alors en fait, il y a plusieurs trucs. C'est que ça va dépendre énormément de l'activité, en fait, de la maturité du business. Donc, parce que comme la LTV, elle dépend du taux de churn, le taux de churn en lui-même, théoriquement, on devrait avoir un taux de churn valable quand on a passé le cap d'une LTV, en fait. Donc, si on perd 3% de clients, 2 têtes, ça doit faire 24 mois, ça doit faire 24 mois de LTV. On devrait pouvoir être à peu près certain qu'au bout de 24 mois, notre taux de churn il est fiable. Voilà. Sachant que c'est même une moyenne. C'est très compliqué, en fait. C'est très compliqué. Mais à un moment, il faut partir sur une hypothèse. Donc, d'ailleurs, au début, on ne fait que des hypothèses. Parce qu'on commence, vous faites votre BP, vous n'avez pas un seul client. Dire, OK, comment je calcule, en fait?
Mais en fait, vous allez calculer, jeter un truc en l'air et dire, bon, bah, moi, je pense que par rapport à mes concurrents, mes clients, ils vont rester 24 mois. J'ai regardé ce qui se faisait ailleurs, dans des services similaires, ils vont rester 24 mois, ils vont rester 6 mois, ils vont rester 12 mois, ils vont rester 36 mois, ils vont rester 48 mois. Enfin voilà, on part sur des hypothèses et ça nous permet de calculer une lifetime value parce que l'ARPU, on l'a à peu près en partant de nos tarifs. Donc voilà, on a des choses comme ça. Mais en fait, ça bouge tout le temps. Hein. C'est pour ça qu'il faut les calculer en automatique et les avoir tout le temps en fait. Parce qu'il y a aussi un truc qui est... à un moment, on va faire des actions qui vont avoir des objectifs d'impact. Ça, c'est ce qu'on va avoir après. Alors, juste, c'est quand on a des contrats, par exemple, qui peuvent être signés pour des périodes de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. Comment est-ce que ça influe sur la LTV? Ouais. Est-ce qu'on considère la LTV dans le contrat? Est-ce qu'on considère que ça peut être reconductible? Ouais, c'est la merde. Alors moi, en fait, pour une startup SaaS, je déconseille les périodes d'engagement au début. Pourquoi? Parce qu'en fait, les périodes d'engagement, c'est juste contractuel. On va bloquer un client pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors c'est bien parce qu'on s'assure du revenu, on s'assure un minimum de LTV. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'en fait, on casse le thermomètre. C'est-à-dire que le thermomètre, il dépend de la perte de clients. Et on interdit aux clients de partir. Donc dans ce cas-là, il faudra trouver un autre indicateur si on veut faire ça. Mais moi, je pense que quand on commence, un des gros intérêts, alors ça dépend des marchés, ça dépend de plein de trucs, hein, parce que vous pouvez challenger tout ce que je dis et il y a des fois où je serai d'accord avec vous. Il y a ce sujet, en fait, effectivement, de dire on a cassé le thermomètre et on ne mesure plus. Après, l'intérêt, c'est qu'on s'assure du cash, on fait payer upfront des fois. Ça peut être un gros intérêt. Si on a un ratio LTV sur CAC qui est égal à 3 et que notre client il reste 3 ans et qu'on lui fait payer par année en upfront, donc en début de période, ça veut dire que dès le premier paiement, vous avez assuré votre coût d'acquisition. Donc dans ce cas-là, c'est top, quoi. Financièrement, c'est top. Ça peut dire, tiens, on évite d'avoir besoin d'une levée de fonds. Mais on casse le thermomètre et on ne sait pas si notre outil fonctionne bien, si les gens ils sont contents. Donc il va falloir aller chercher des données d'usage, des données de satisfaction. Enfin, c'est un autre problème, quoi. Mais ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Mais en fait, ce problème, il existe même en mensuel. C'est-à-dire que le churn, il donne un thermomètre qui est que mensuel de toute façon. Alors en fait, tu peux lisser ton churn sur plusieurs mois, parce qu'en fait, tu fais la même chose sur 3 mois, ça va te lisser un peu plus. Après plus de 3 mois, ça commence à être compliqué parce qu'en fait, on ne voit plus vraiment nos actions, le résultat de nos actions. Parce qu'en fait, on va mettre des actions en place pour réduire le churn. L'objectif, c'est que les clients ils restent le plus longtemps possible. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'il reste un mois de plus, c'est du cash direct, quoi, truc. Hein. C'est le 3 qui augmente, quoi. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Et dans l'objectif d'un marché où le client doit vite partir, comme le dating, plus il part vite, plus le produit fonctionne. Moi, c'est un marché où je ne vais pas. Hein. Mais... c'est vrai. Comment on peut lisser le churn et comment on peut le comprendre? Alors, il faut avoir plus une vision LTV. Donc, en fait, il faut plus remonter dans l'autre sens, dire, voilà, moi, j'ai un coût d'acquisition qui est de 50. OK. Si je veux avoir un LTV sur CAC, il va falloir que je gagne 150. OK. Sachant que mon client, il va rester en moyenne 3 mois, combien je lui prends par mois? Je lui prends 50 par mois. Voilà. Tu vas avoir une réflexion qui va être un peu inverse parce que tu as des contraintes très spécifiques à ton activité. Voilà, en fait, c'est quasiment la limite de l'abonnement. On n'est presque plus sur de l'abonnement, en fait. Enfin, ou alors tu espères que... voilà, ou alors c'est adopte un mec et puis, en fait, l'objectif, c'est qu'il reste tout le temps. C'est peut-être pour ça qu'il gagne du pognon, en fait. Peut-être pour ça. Je n'avais pas pensé, mais c'est peut-être pour ça. C'est un très, très bon business. Voilà, donc, business model. On voit comment on fait bouger les indicateurs, maintenant, si ça vous dit. Ah ben non, avant j'ai qu'est-ce qu'un bon pricing? Qu'est-ce qu'un bon pricing? C'est une bonne question parce que vous allez avoir autant de réponses
que vous êtes ici. Donc ça va être ça un petit peu le sujet. Alors, déjà, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme CRO, Chief Revenue Officer. Donc c'est une nouvelle fonction dans les startups, une fonction assez récente, qui peut découler de plusieurs postes différents dans les startups. Moi, j'aime bien parler de démarche CRO, parce qu'en fait, quand on est founder, c'est un truc que l'on doit intégrer et que l'on doit gérer soi-même. Donc cette partie-là, il faut avoir cette vision globale où en fait, quand on est sur du SaaS, le revenu, il est généré par l'intégralité de notre activité de A à Z. Et du coup, il y a une vraie notion d'alignement des fonctions, et notamment la partie marketing, la partie sales et la partie CSM. Pourquoi ? Parce qu'en fait, alors traditionnellement, voilà, le marketing va générer des leads, les sales, si on est en sales-led, vont convertir, et derrière les CSM vont veiller à l'onboarding, mais aussi au déploiement d'options et au déploiement de l'usage et à la réduction du churn. Souvent, quand on n'a pas cette démarche CRO, en fait, tout est siloté. C'est-à-dire que chacun va voir la petite étape ici, il va dire « ouais, moi, mon objectif, c'est là ». Et l'autre, il va dire « ouais, moi, mon objectif, c'est là ». Alors, les sales, ils vont compter « ouais, moi, j'ai signé tant ce mois-ci, etc. » On va fêter, on va taper sur le gong, enfin, tous les trucs. En soi, c'est bien, ok, d'accord. Le marketing, il va générer des leads, ouais, génial, machin. Et derrière, le CSM, bah, lui, il va ramer. Il va ramer pour faire en sorte que le client, il démarre, que le client, il développe l'usage, etc., etc. Un des gros sujets, c'est que, alors ça, c'était la base de Churn Hero, c'est que, en fait, le client qui reste le plus longtemps, va falloir que ce soit un bon client. Un client qui est dans notre cible. Un bon client, ça ne veut pas dire un gros client, ça veut dire un client qui va tirer le maximum de valeur de notre outil. Et même, encore avant, du coup, il y a le produit. Encore avant, il y a le produit. Non, mais la démarche CRO, elle est là. Donc le CRO, en fait, c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur par rapport à ça et avoir une vision globale sur l'intégralité. Et quand on regarde les KPI que je vous ai montrés tout à l'heure, bah, en fait, il y a des KPI où ça va être plus les sales qui vont jouer, et d'autres qui vont être plus les CSM qui vont jouer. Donc la globalité doit être gérée. Puis alors mais souvent le marketing, il bosse aussi pour les CSM sur les développements des outils. Mais voilà. Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir par rapport à ça. Alors, on va partir sur deux axes, tout de suite après. Le premier sujet global, de toute façon, c'est notre objectif, c'est d'augmenter notre MRR. On fait du SaaS, on fait de l'abonnement, il n'y a que le MRR qui compte. Le reste, on s'en fout un peu, parce que déjà, un cheval, c'est bien. Donc, on va bosser sur le MRR. Pour faire monter le MRR, il y a deux façons de faire. Le premier, c'est de faire du nouveau MRR. C'est un peu facile mon truc, mais en fait, c'est effectivement toutes les problématiques d'acquisition client. Et sur l'acquisition client, en soi, il y a deux axes. Et tous les axes que je vous donne, c'est un moment, vous devez vous poser les questions, sur quoi on bosse et est-ce qu'on bosse sur ces axes-là. Donc, premier axe, le plus commun, tout le monde veut acquérir plus de clients en volume. Okay, ça, c'est la base. Il nous faut plus de clients, donc il faut qu'on aille en rentrer plus. Donc, des mécaniques d'acquisition tout à fait traditionnelles. Enfin, là, ça c'est trivial, hein. Non, c'est pas trivial à faire, mais c'est des vrais sujets. Et derrière, il y a tout un tas de schémas d'action à mettre en œuvre qu'on va voir et sur lesquels on va travailler. Il y a mettre en place des nouveaux là, je vous parle de nouveaux canaux d'acquisition, par exemple. Je sais pas, souvent, on ne bosse pas encore le partenariat, on ne bosse pas le parrainage. Voilà, tout un tas de canaux qui sont possibles pour aller chercher plus de volume. Donc là, on est vraiment dans l'optimisation ou dans la mise en place de choses auxquelles on n'avait pas pensé au début. Donc, par où on peut aller chercher des clients en plus. Il y a des petits trucs là, il y avait une grande mode de suppression du freemium il y a quelques temps, notamment il y a des vagues comme ça sur des choses. La suppression du freemium, ça c'est une idée. Aujourd'hui on a un produit en freemium. Est-ce que, en fait, si on supprime le freemium, est-ce que ça a un intérêt ou pas? Donc, on ne va pas parler des mécaniques de freemium parce qu'un freemium, c'est un équilibre, c'est un château de cartes à monter, quoi, pour que ça fonctionne.
Sinon, vous allez avoir plein de gens en freemium et derrière, en fait, vous n'allez pas gagner un rond parce que vous leur délivrez trop de valeur ou votre outil n'est pas adapté au freemium. Il n'y a pas cette mécanique qui permet de basculer automatiquement vers un monde payant. Alors, vous regardez n'importe quel doc, on va vous parler de Dropbox. Dropbox, le modèle ultime du freemium, qui s'est développé uniquement sur le freemium. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Eux, ils avaient un outil qui était complètement adapté. On stocke des choses sur cette Dropbox, c'est synchronisé sur son disque dur. Plus on en met dedans, plus on atteint le palier de 2 Go, et à partir de 2 Go, on doit payer. Donc, on a trouvé ça super cool, et à partir de 2 Go, on doit commencer à payer. Voilà, donc ça c'est le principe du freemium qui marche super bien. Il y en a d'autres, hein, mais ça c'est un des modèles où, à un moment, on est obligé de payer si on veut continuer à l'utiliser. Et ça c'est un problème chez nous. Ouais. À partir de quand on détermine qu'on donne trop ou pas assez de valeur? Très difficile. C'est toute la difficulté du freemium, en fait, c'est de savoir quand est-ce qu'on donne trop de valeur ou quand est-ce qu'on n'en donne pas assez. Et là, il faut regarder les taux de conversion, etc. Alors, j'en ai pas parlé dans les KPI, mais typiquement, suivant nos business models, on va avoir des KPI spécifiques. Et si on a un modèle freemium, le taux de conversion freemium et la durée de conversion freemium est un indicateur essentiel à surveiller. Et ça, on va le piloter, on va dire, à l'aune de la recherche utilisateur, des interviews que vous faites qualitatives. Exactement, exactement. Au départ, en fait, c'est côté product, où on va réfléchir à la valeur que l'on délivre et de voir à quel moment on va pouvoir déclencher les choses. On va avoir exactement la même problématique quand on va construire un produit sur faire l'option Silver, Gold, Platinum, par exemple. C'est typiquement ça, où on va choisir la répartition de la valeur et le modèle entreprise d'ailleurs. Et c'est typiquement là où on va partir sur des hypothèses qu'on devra après d'ailleurs valider par la réalité du terrain. Parce qu'entre les interviews il y a toujours un petite marge. Alors, deuxième axe pour augmenter l'acquisition, c'est augmenter le volume en euros. Donc, là, il y a un truc qui est tout con. C'est vraiment très très bête, hein. Vous pouvez le faire demain. Vous augmentez vos prix. Vous augmentez vos prix de vos nouveaux clients. Ça marche tout le temps. Et en fait, le facteur prix, il y a quand même une élasticité qui est toujours importante, hein. C'est un vieux concept marketing, d'élasticité des prix. En fait, il faut jouer avec. Il faut jouer avec et il faut aller chercher l'élasticité et voir jusqu'où on va aller travailler là-dessus. Il y a une rumeur qui dit que dans la Silicon Valley, il y a un test qui se fait, tu vas voir un client, si tu lui vends, le prochain client, tu doubles tes prix. Voilà. Et si tu doubles tes prix et que tu vends toujours, tu vas redoubler tes prix. Après, tu vends plus, tu enlèves 50%, enfin tu enlèves 25%. Voilà, tu joues comme ça en test. C'est vraiment le test de l'élasticité des prix. Et toutes les enquêtes avant, dans le temps, quand j'étais jeune, on fait des enquêtes, on dit « Oui, bonjour, alors je voudrais vous vendre ça. Est-ce que vous pensez que 10 € c'est cher? Est-ce que vous achèteriez? Ok. Est-ce que 5 € vous achèteriez? Ok. Est-ce que 15 €? Ça ne veut rien dire. La vraie vérité, elle est quand le client, il prend sa carte bleue, qu'il la met sur votre service. Là, c'est la vérité. Avant, ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est quand on saisit la carte bancaire et qu'on prend de l'argent sur la carte bancaire. Avant, vous pouvez faire toutes les extrapolations que vous voulez. Là, c'est la seule vérité qui compte. Et est-ce qu'il y a une méthodologie pour tester ça dans un microcosme sans que ce soit appliqué tout de suite à toute notre base client et qu'on prenne un peu un risque? Alors, on en reparlera plus tard. C'est juste pour revenir sur ça, parce que alors, moi je trouve ça hyper intéressant pour tester surtout au début. Ça veut aussi dire, par exemple, sur un site qu'on n'affiche pas les tarifs. Ou on le fait changer. Et franchement, ça va embêter qui si vos prix changent sur un nouveau client, il va venir, il va dire, tiens, vous allez vous passer de 10 à 20 €. Il y a un nouveau lead qui vient, il voit 20 €. Ok, très bien. Vous avez un client existant qui, lui, est rentré à 10 €. Dire, tiens, sur le site, maintenant, c'est à 20 €. Ah, cool, moi, je l'ai eu à 10 €. Il y en a un qui vient, qui dit, ah, purée, ça a augmenté, il me semblait que c'était 10 €, ah, je suis pas sûr.
Bon, bah, c'est peut-être 20 € si je trouve que c'est bien en fait. En fait, dans les process de sales, on surestime très souvent l'impact du prix. Quand on est sales-led, quand on a des commerciaux, en fait, les commerciaux, ils ont tout le temps un peu peur du prix. Hein. C'est toujours un peu un truc, ils ne sont jamais très très à l'aise avec le prix. Parce qu'ils ne voient pas forcément la valeur qui est délivrée. Contrairement aux CSM, qui eux voient la valeur, les commerciaux ne voient pas encore la valeur. Du coup, le problème du prix, il n'est pas si important que ça. D'abord, les gens ils vont choisir de prendre le produit parce qu'ils l'ont trouvé bien, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont un caillou dans la chaussure. Ils voudraient bien qu'on leur enlève ce caillou dans la chaussure, et notre produit, il enlève le caillou dans la chaussure. Et après, qu'est-ce qui se passe? On tombe sur le prix. OK. Ah, c'est cher. Ah ouais, mais franchement, ça serait trop bien si j'avais quoi. Voilà. Et il y a des mécaniques très classiques, en fait. Par exemple, sur les appels d'offres, on prend rarement le moins cher, par exemple. Sur les appels d'offres publics, ils prennent quasiment jamais le moins cher. Bon, après, à part si c'est de l'électricité, hein, ou si c'est des commodités. Donc, ouais, exactement. La bouteille de vin, tu prends jamais la moins chère. Tu vois, ça devait de la piquette, c'est sûr. Exactement. Bon, il y a d'autres trucs pour monter ça. Alors, il y a un autre sujet aussi, mais c'est des trucs, ça se réfléchit en fait. Hein. C'est effectivement, est-ce qu'on n'arrête pas d'aller chercher des petits clients? Est-ce qu'on n'arrête pas notre plan qui est le plus petit? Il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut regarder, mais est-ce qu'on n'arrête pas d'aller chercher ces clients-là? Parce qu'automatiquement, du coup, notre ARPU il va augmenter. Notre new ARPU, en fait, l'ARPU des nouveaux clients va augmenter. Ce qui va être vachement intéressant parce qu'automatiquement, la LTV va augmenter aussi. Donc voilà, il y a vraiment des questions à se poser, en fait. Quand on rentre dans le détail, ça nous pose des questions qu'on ne se posait pas avant. C'est ça l'intérêt des KPI, et d'aller chercher dans le détail. Alors, le deuxième indicateur, celui-là, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure. Je vais vous expliquer comment ça marche. Les Américains, ils appellent ça Net Dollar Retention, et ailleurs, on appelle ça Net Revenue Retention. Donc le Net Revenue Retention, c'est le pendant de l'acquisition, c'est ce qui se passe après la signature. Alors, il y a une petite formule qui n'est pas compliquée en fait, enfin qui n'a pas l'air compliquée. C'est l'évolution du MRR tous les mois, sans compter les nouveaux clients. Voilà. En fait, c'est ça. Donc, sans compter les nouveaux clients, du coup, on va compter voilà, le MRR d'upsell, le MRR de downsell et le MRR de churn. Donc, upsell, downsell, c'est l'évolution des contrats existants. On a un client, il fait un upsell, il a plus d'utilisateurs. Il fait un downsell, il passe du plan Gold au plan Silver parce qu'en fait, il n'a pas besoin des fonctionnalités et il fait un downsell. Il fait du churn, finalement, il n'a pas réussi à comprendre à quoi ça servait votre truc et il s'en va. Voilà. Donc, tous ces indicateurs-là, et ça va vous donner un pourcentage. Ce pourcentage, il peut être, en général, traditionnellement, il est négatif. C'est-à-dire qu'on perd plus de clients. Enfin, notre MRR décline régulièrement. Et il y a des SaaS qui font l'inverse. Et ça, c'est les SaaS magiques. Ils ont un business, ils ne gagnent pas de clients, ils n'ont pas de nouveaux clients dans le mois. À la fin du mois, ils gagnent plus d'argent. C'est beau ça. Ça, c'est vraiment un truc, moi j'adore. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi, mais j'adore. Moi, mon modèle comme ça que j'adore, c'est une boîte qui s'appelle Front, qui fait une application de gestion des emails pour les équipes internes, etc. Elle a un NRR de folie et tous les mois, elle gagne 5% de plus de revenus. Quand c'est 5% par mois en plus de revenus, cumulatif sur une année, on pourrait le calculer, mais de tête, je pense que ça doit faire au moins pas loin de 50%, même plus de 50%, je pense. Et c'est hyper intéressant. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. Et là, du coup, on dit, OK, mais comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Parce que là, le sujet, on n'est plus sur de l'acquisition, on va aller chercher des nouveaux clients. Voilà. Ça, c'est le genre de truc sur un modèle SaaS qui fait vraiment la différence. Qui fait vraiment, vraiment la différence et qui nécessite une réflexion profonde sur le business model et sur notre façon de travailler. Alors, bêtement, je reprends les différents indicateurs qui sont dans le calcul sur lequel on peut jouer.
Donc on a l'upsell des clients. Premier élément, comment est-ce qu'on va faire pour qu'un client, qu'une partie de nos clients, pas tous, qu'une partie de nos clients passe d'un abonnement A à un abonnement B? Comment est-ce qu'on va faire pour qu'une partie de nos clients rajoute des utilisateurs dans notre produit? Voilà, vous voyez un petit peu l'idée du truc. Alors là, typiquement, ce genre de truc, c'est partager avec les autres dans l'entreprise. Vous avez tous vu les fonctions de partage. Et alors ça, c'est un vrai besoin en termes d'ergonomie. Notion, ça mord là-dessus. Partage des documents, hop, ok, voulez-vous l'intégrer dans l'organisation? Et bing, c'est une licence en plus. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais du coup, il faut que votre modèle, il soit construit par rapport à ça. C'est-à-dire que vous ayez cette notion de volume qui fait que naturellement, le volume d'usage va augmenter. Et il ne va pas juste augmenter, attention, ce n'est pas un volume d'usage, ce n'est pas par rapport à Notion, il ne va pas nous faire payer par rapport au nombre de pages qu'on a dans la plateforme. Il va nous faire payer parce qu'on a invité plus de personnes. Autre exemple de tarif, de possibilité d'upsell, c'est d'avoir des plans différents. Donc, avoir un seul plan, ce n'est pas une bonne idée. Avoir plusieurs plans, c'est toujours une bonne idée. Alors déjà, avoir plusieurs plans sur son abonnement, un des intérêts, c'est de pouvoir plus vendre celui du milieu. Voilà. C'est toujours ça le truc en fait. C'est de l'UX, enfin, c'est des biais mentaux, etc. Je crois que celui-là, il s'appelle le biais d'ancrage. Et il y en a un qui est pas cher, comme la bouteille de vin. Exactement, on prend celui du milieu. Ah, puis il y en a, celui-là, il est un peu cher, il a l'air bien, mais bon, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc ça, c'est le biais d'ancrage. Et l'idée, c'est de tout le temps décaler, que ce soit de plus en plus cher. Donc les upsells des clients. Et ensuite, il faut effectivement avoir des mécaniques qui font que le client il va upseller. Alors là, je vous ai parlé de la partie où on invite un client, mais en fait, ça peut aussi avoir des account managers, donc des gens. Je fais la différence entre account manager et CSM, même si les fonctions varient pas mal dans les boîtes. Le CSM va être plutôt là pour s'occuper de l'onboarding et du développement de l'usage. Le account manager va être plutôt là pour aller suivre commercialement les clients existants. Plus une activité commerciale. Des fois, c'est les mêmes profils, des fois, ça n'existe pas, c'est dans le produit. Voilà. Mais c'est deux problématiques un peu différentes qui doivent être abordées de façon différente. D'ailleurs, si on est product-led et qu'on gère dans le produit, le principe du product-led, c'est ça, c'est de faire de l'upsell. On va avoir une réflexion sur le produit, sur à la fois le développement de l'usage et le développement des fonctionnalités des abonnements. Et le deuxième truc qu'on va avoir un vrai impact, c'est la réduction du churn. Alors la réduction du churn, vous trouverez une documentation incroyable sur tout ce qu'on peut faire pour réduire le churn. Il y a plein de trucs, ça ne marche pas. Et alors, réduire le churn, je vais vous dire le truc qui fonctionne. C'est arrêter de rentrer des clients qui n'utiliseront pas votre produit. Ne rentrez que des vrais clients, des vrais utilisateurs. Et du coup, il faut freiner les commerciaux des fois. Des fois, il faut freiner le marketing. Parce que le marketing, lui, il va compter le nombre d'inscriptions. Puis derrière, on a des gens qui s'inscrivent et qui n'utilisent pas. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, d'où le besoin d'ailleurs d'alignement CRO. Je reviens sur le début du chapitre, mais si on a un alignement CRO complet, ça veut dire qu'à un moment, le marketing va aussi prendre en compte le churn. Alors que traditionnellement, le marketing n'en a rien à faire du churn. Ce n'est pas son sujet. Dans son ciblage, dans son acquisition, etc. Quand tu dis juste arrêter de rentrer des clients qui n'utilisent pas le produit, tu fais une différence entre utiliser et payer. Alors, il y en a une. Je ne l'ai pas forcément faite, mais il y en a une, effectivement. Parce qu'on peut avoir des utilisateurs qui payent et qui n'utilisent pas le produit. Ils finiront par churner. À un moment ou à un autre. Et typiquement, il y a des vagues de churn saisonnières après les bilans. Quand tu fais la compta, je suis content. Putain, mais ce SaaS là, mais je ne l'utilise pas. Et puis dans l'open space, qui est-ce qui utilise bidule? Et là, personne lève la main. Bon, ok, je résilie. Voilà. Donc c'est ça en fait, c'est quand on fait la compta que d'un seul coup on s'occupe. Donc début d'année en septembre, quand les gens ils se sont mis à préparer la compta, là il y a tout le temps une petite vague de churn un petit peu plus importante.
Et à l'inverse, juste des utilisateurs qui utilisent beaucoup le produit. Mais ça, c'est le problème du freemium. Ça, c'est le problème du freemium et donc de toute la construction des plans d'abonnement. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a pas mis la limite suffisante et où on n'a pas mis les options. C'est-à-dire que dans la partie free ou dans le premier abonnement, il y a trop de choses. Et un utilisateur qui va tirer beaucoup de valeur, en fait, on ne va pas le faire payer assez. Hein, c'est ça un des sujets. Le gros problème du pricing, c'est aligner la valeur et le prix. C'est-à-dire que je te donne 100, je voudrais bien, grâce à mon produit, tu gagnes 100, je voudrais bien que tu me donnes 50, ou que tu me donnes 25, ou que tu me donnes 30, suivant le truc en fait. Mais ça, la valeur, c'est quelque chose d'assez compliqué. On arrive à trouver des choses en product, après on arrive beaucoup à trouver des choses en CSM, parce qu'on se rend compte des fois que la valeur, elle est pas là où on imagine. Voilà, elle n'est pas là où on imagine. Typique, une Rolex. Achète une Rolex. Qu'est-ce que ça fait, une Rolex? On parle de fonctionnalité, ça donne l'heure. Okay. Non, en fait, c'est un objet de statut social. Les gens, ils ont une Rolex parce que ça les fait rentrer dans un certain niveau de statut social, de visibilité, d'image, de machin, etc., 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 etc. Même les grands fans d'horloger, en fait, ils ont bon, une Rolex, c'est une montre, hein, les mouvements, tout ça, techniquement, c'est pas waouh, quoi. Hein. Il y en a plein qui font la même chose pour 4 fois moins cher. Si on veut vraiment aller sur quelque chose d'exceptionnel, il faut aller encore beaucoup plus haut. Donc, voilà, on a des choses, on a de la valeur qu'on apporte, qu'on ne mesure pas forcément. Moi, j'avais un exemple, il y a une start-up que je suis qui vend un produit d'accessibilité pour le handicap, qui permet à des personnes malvoyantes d'accéder au bâtiment. Donc, il y a des gros sujets d'accessibilité. Bon, leurs produits vaut un certain prix, hein, c'est pas donné parce qu'il y a un peu de production dedans, je sais ça, c'est pas grave. Et en fait, ils étaient sur un très très gros compte qui avait un très très gros projet immobilier. Et leur produit, c'était le dernier truc qui permet de cocher une case sur le projet. Voilà, de dire, OK, ça on l'a. Donc la valeur apportée par le produit, ce n'était pas de permettre aux malvoyants de se guider dans le bâtiment. La valeur du produit, c'était, OK, je débloque mon projet immobilier à 2 milliards. Rien à voir, rien à voir. Évidemment, rien à voir. Donc la question, c'est, vous, quels sont les effets de bord qui sont comme ça en fait et qui apportent une valeur que vous ne mesurez pas aujourd'hui. Et vous aurez du mal à les trouver. Hein. Enfin, c'est compliqué, c'est du temps, etc. C'est la discussion avec les clients existants. C'est pas mal de choses. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure que quand il y avait 3 prix, les gens prenaient celui du milieu. Il y a un truc là-dessus, hein, d'ailleurs, c'est plus 40, 60, 30. Moi, par exemple, j'ai remarqué que les gens prenaient forcément le plus cher. Est-ce que ça veut dire que je dois augmenter mes prix? Alors, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. En fait, tu en as 3 aujourd'hui, tu as 3 prix. Et c'est quoi la proportion? Quand même 40% des gens qui prennent le prix. Eh bien, en fait, tu peux décaler. Tu peux probablement décaler. C'est-à-dire que tu vas, sur tes 2 prix les moins chers, tu vas en supprimer un, probablement le moins cher, et tu vas en rajouter un au-dessus. Donc alors là, il y a un effort sur le produit, sur des réflexions. Il y a peut-être aussi une idée de dire, il y a des fonctionnalités qui étaient dans mon plan plus haut que je vais réserver au plan encore plus haut. Voilà, décaler un petit peu la valeur. Parce que du coup, ça veut dire que tu as une opportunité de dire aujourd'hui, tu en as 40 qui prennent le plus haut, mais en fait, en faisant ton décalage, tu vas peut-être en avoir 60. Et en plus, tu vas en avoir quelques-uns qui vont prendre ton plan qui va être encore plus haut. Donc ça, c'est un signe que probablement tu n'es pas assez cher. Soit tu n'es pas assez cher, alors tu as des marges peut-être d'augmenter le prix, mais après ça dépend de l'usage. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que le produit correspond à tes utilisateurs? Voilà, c'est probablement ça. Mais là, il faut un peu creuser sur les fonctionnalités. Ouais. C'est une question par rapport à la création de prix.
Actuellement, on a fait plein de tests. On a fait des tests avec des formules de fonctionnalités. En mode, bah, t'as telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, telle fonctionnalité. Et là, on fait un test avec en fonction des personas clients. Et on se rend compte que bah, on sait jamais lequel prendre. C'est toujours un peu le bordel, entre guillemets. Et on sait jamais, entre guillemets, c'est quoi la meilleure méthode pour créer nos prix. Est-ce qu'on fait des formules en fonction du nombre de fonctionnalités? Ou est-ce qu'on fait nos prix en fonction des personas? Oui, mais derrière le persona, il y a des fonctionnalités. Bah oui et non. C'est là où le... Alors bah, là, c'est très spécifique, je sais pas. À la fin, je vous propose un petit modèle pour aller réfléchir sur vos prix, pour vous prendre une demi-journée, une journée, vous faire un atelier de réflexion sur les prix avec des petites étapes qui, normalement, vous permettent à la fin de choisir un modèle de prix. Voilà. Donc, vous verrez, ça peut être utile. Alors, c'est une question plus sur la slide, sur le New MRR. Il y a plusieurs actions possibles. Alors c'est une question pragmatique. Est-ce que tu considères, alors c'est juste avant sur les actions qu'on peut avoir pour faire plus peut-être de... Ouais, c'est là. C'est là. Non, c'est sur le MRR alors. Non, c'est ouais, New MRR, ouais. New MRR, ouais. Est-ce que tu considères que c'est mieux de tester un peu tout et de faire un peu tout en même temps, ou de simuler, voir l'impact de chaque augmentation, soit nouveau canal, soit augmenter le prix, soit la vente? Ça, globalement, c'est une bonne question. Alors, sur la partie comme ça, c'est assez facile. Parce que tu as deux indicateurs spécifiques. Tu as ton nombre de clients et le montant, l'ARPU de tes abonnements. Donc, tu vas pouvoir mesurer séparément. Okay? Donc là, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, tu veux mettre en place des actions sur le churn qui vont avoir comme objectif de faire en sorte que tes clients restent plus longtemps. Tu vas mettre deux actions différentes. Je sais pas, tu vas modifier ton marketing acquisition pour avoir des clients qui correspondent plus à ta cible et en même temps, tu vas changer l'onboarding. Voilà. Toi, tu peux te dire, tiens, ces deux trucs font que. Bah, en fait, il va falloir créer des sous-indicateurs. Voilà. Va falloir essayer de trouver quelque chose pour mesurer ou sinon, on ne peut pas toujours tout mesurer. À un moment, il y a des trucs où on sait que de toute façon, c'est mieux que l'onboarding. Avant, on n'avait pas d'onboarding, maintenant, on a mis un onboarding. C'est forcément mieux. Voilà. À moins qu'avant, il n'y ait pas eu besoin d'onboarding. Ça peut arriver, hein, des fois, on n'a pas besoin d'onboarding. Donc bon, voilà. Mais le mieux, si on ne peut pas mesurer, c'est de séparer. Si on peut mesurer, on peut les faire ensemble. Par exemple, l'onboarding, bah, on peut se dire, tiens, on va mesurer notre perte client à 3 mois. Tous les clients... Et on veut voir, tous les clients qu'on perd entre 0 et 3 mois d'abonnement, c'est des clients qui ont raté leur onboarding, très probablement. Voilà. En fait, ça peut aussi être des clients qui ont mal été ciblés. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Déjà faire, quitte à peut-être à faire un chantier plus tard d'optimisation. Ouais. Alors après, un des soucis, c'est que, en fait, quand on veut mesurer les impacts de quelque chose, il faut un peu de temps. Donc, en dessous de 3 mois, on ne peut pas mesurer les effets. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc à un moment, il faut réfléchir sur les trucs et puis voilà, essayer de mesurer, voir si ça fonctionne, mais c'est pas toujours facile. Ouais. Ok, ça vous donne une idée de plan d'action? Okay. Après, on vous enverra les slides parce qu'en fait, après, vous avez largement de quoi réfléchir sur toutes vos problématiques. Et c'est un peu ça l'idée, en fait, de derrière chaque élément, vous faire réfléchir sur OK, comment est-ce que je peux faire bouger ce morceau-là de mon business model? Et rentrer dans le détail et aller chercher des plans d'action. Après, il va falloir prioriser parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Mais justement, après, vous priorisez en fonction de là où a priori vous n'êtes pas bon ou là où vous avez a priori une grosse marge de progression. Tu vois, chez toi, par exemple, où tout le monde prend, enfin, une grosse majorité prennent le plus gros pricing, là, tu as une vraie opportunité, par exemple. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez cher ou que vous êtes moins cher que la concurrence sans raison, moins cher que la concurrence, alignez-vous quoi. À un moment, il ne faut pas non plus être bête, il faut aller chercher l'argent où il est. Augmenter le prix, c'est un truc qui marche toujours. C'est facile en plus. Voilà, alors on va regarder globalement. Alors c'est un peu la même chose, mais ce n'est pas la même chose. On va rentrer sur une autre façon d'analyser et de rentrer dans le détail sur comment on va aller chercher les quatre axes d'amélioration possibles sur notre ratio LTV sur CAC. D'un côté, on était vraiment concentré sur l'augmentation du MRR. Là, on va être plus concentré sur le ratio LTV sur CAC.
Donc le ratio LTV sur CAC, le LTV c'est un ratio et le CAC c'est lui-même aussi un ratio. Donc du coup, ça nous donne 4 éléments. La LTV c'est l'ARPU divisé par le churn, ça je vous l'ai dit. Donc nous, notre objectif, ça va être augmenter l'ARPU, réduire le churn. Et de l'autre côté, les coûts d'acquisition, c'est le nombre de clients. Alors en fait, c'est l'inverse, c'est les dépenses d'acquisition qu'on va vouloir faire baisser et augmenter le nombre de clients en acquisition. Donc là, encore une fois, pouf, on rentre un petit peu dans le détail et ça vous permet de vous poser des questions sur comment vous allez bosser là-dessus. Alors, augmenter l'acquisition. Je vous ai parlé un petit peu, on en a parlé un petit peu tout à l'heure parce que ça fait partie de la problématique du New MRR. Mais là, de façon opérationnelle, il y a des sujets. Un des sujets, ça va être de dire, OK, quels sont vos modèles d'acquisition aujourd'hui? Vous bossez sur quoi? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles à aller tester? Alors, on a le modèle Sales-Led. Alors, quand on est en SaaS B2B, typiquement, c'est un truc auquel on se doit de réfléchir. Et on est sur un modèle classique où voilà, il y a un commercial qui appelle ou qui gère les leads, qui reçoit des leads, qui fait des démos, qui rappelle le client 3 fois avant qu'il signe, il signe et puis voilà, c'est signé. Donc là, on est sur un modèle sales-led. Le sales-led, ça marche si on en a repu suffisamment gros. Parce que le sales-led, ça fait exploser les coûts d'acquisition. Un commercial, ça va être minimum 7, 8, 9 000 euros par mois, coût chargé. Donc, vous imaginez bien que pour rentabiliser un commercial, même s'il signe 10 clients, ça fait 1 000 euros en coût d'acquisition client. Bon, là, ça fait 3 000, c'est encore un petit contrat, c'est gérable. Mais bon, faut voir le truc. Après, on a le product-led. Donc, le product-led, là, on va typiquement être sur les modèles avec du freemium. Donc, on a du freemium, alors on a de la génération de leads, enfin de la génération d'inscriptions même. On a tout un modèle où les utilisateurs ils vont rentrer sur la plateforme, ils vont tester la plateforme, ils vont être soit en freemium, soit en période d'essai, et puis après on va les convertir. Donc là, on est sur un modèle product-led, et puis on va construire le truc comme ça. Et puis maintenant, ce qui se fait souvent, c'est qu'on a des modèles mixtes où on va avoir... Qu'est-ce que j'ai mis dessus? On va voir un peu tout. Ok. On va avoir des modèles où on va aller chercher du sales-led mais avec plus de volume, aller chercher du product-led mais avec plus de qualité. Voilà, il y a des modèles mixtes où on va aller chercher les deux et ça fonctionne plutôt bien. Mais ça demande une organisation un peu différente et beaucoup plus de temps. Donc en fait, ça c'est typiquement quand on va scaler. Donc il y a une vraie question sur comment vous allez chercher tout ça. Donc après les mixtes, on va voir, je sais pas, de la prospection automatisée sur LinkedIn, ouais. Alors je sais plus ce que je voulais faire, référencement VC. Je ne sais plus ce que j'ai voulu dire par là. Des webinars, voilà, on est sur des modèles qui scalent plus en termes d'acquisition, mais qui sont sur des modèles quand même qui sont des modèles d'acquisition manuels. Donc voilà, réflexion par rapport à ça. Alors souvent, on a des problématiques d'acquisition sur la partie sales-led. Comment est-ce qu'on fait pour que les commerciaux vendent plus? Donc là, il y a des vraies questions de formation, il y a des vraies questions d'homogénéiser les pratiques, de faire en sorte que les clients, que les commerciaux adoptent les bonnes pratiques. Un commercial est souvent un peu un franc-tireur, tout ça, mettre une dynamique de groupe, c'est pas toujours facile. Donc généraliser les bonnes pratiques, ça c'est un vrai sujet. Tester des nouveaux canaux, et notamment tous les canaux indirects. Quand on fait du sales-led, en général, on bosse sur du direct, et tous les canaux d'acquisition indirects sont hyper intéressants. Donc tout ce qui est réseau de prescripteurs, réseau de revendeurs, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont intéressantes et sur lesquelles vous devez réfléchir et dire si vous pouvez faire de l'indirect ou pas. Modulo que l'indirect, il faut laisser une petite commission à votre apporteur d'affaires. Mais en même temps, en gros, si on reprend le ratio LTV sur CAC, on a un tiers de notre LTV qui peut passer dans les coûts d'acquisition. Donc un tiers de notre LTV qui peut servir à payer de l'indirect. Donc ça peut être intéressant et ça peut se réfléchir au travers de tout ça. Et puis bon, bah voilà, quand on est sales-led, tester le product-led. Quand on est product-led, tester le sales-led. Voir suivant les modèles, suivant les cibles, etc., si ça a du sens ou pas. Des fois, ça n'a aucun sens.
pour une appli de dating, le sales-led, ça n'a aucun sens. Voilà. Typiquement, par exemple. Pour un SaaS B2B pour l'industrie nucléaire, par exemple, le product-led a probablement peu de chances de marcher sur un modèle freemium. Après, j'ai eu une petite hésitation parce qu'en fait, dans le... Lance ta centrale nucléaire en 2 clics. Après, quand on est sur un logiciel qui est pour les pros, la partie product-led est quand même importante sur toute la partie d'upsell. Évidemment, on va retrouver exactement toutes les mêmes mécaniques. Donc, il faut quand même réfléchir, même quand on a un SaaS B2B, à la partie product-led après-vente, qui est hyper important pour avoir un NRR positif. Voilà, donc là on était sur la partie augmentation de l'acquisition. C'est un petit peu redondant par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais il n'y a pas de souci. Ensuite, on a les dépenses d'acquisition. La première chose, personne ne m'a dit, mais qu'est-ce qu'on met dans le CAC? Qu'est-ce qu'on compte dans les coûts d'acquisition? C'est un vrai sujet. En gros, moi, je mets tout ce qui n'est pas le développement du produit, l'administratif, et je ne mets pas non plus tout ce qui est après-vente. Donc tout le reste, je le mets dedans. Ça veut dire qu'on va mettre évidemment les salaires commerciaux, tous les salaires des équipes marketing, acquisition, machin, au sens très large, hein, service marketing au sens très large. Et puis après, évidemment, tout ce qu'on compte habituellement dans les coûts d'acquisition, genre tout ce qui est publicité, évidemment, les salons, les commissions d'apport d'affaires. Voilà. En fait, toutes les dépenses qui sont faites avant qu'un client arrive chez vous, pour qu'un client arrive chez vous. Après, c'est plus des coûts d'acquisition. Ouais. Mais si c'est une campagne de notoriété qu'on fait... Eh faut que tu la mettes dedans. Parce que ta notoriété contribue à ton acquisition. Ah ouais, pas de sujet là-dessus. Ouais. C'est ni du dev, ni du CSM, c'est que pour ton acquisition que tu fais de la notoriété. Est-ce que tu fais aussi des CAC par canal? Alors, et ensuite un CAC ouais. global, Alors là, on tombe sur une problématique, c'est sur toute la problématique de l'attribution. L'attribution des coûts. Et alors, moi qui viens de l'univers du e-commerce, les problématiques d'attribution, c'est impossible à résoudre. Tu vois, typiquement, tu fais une campagne de notoriété. Comment tu fais ton attribution de ta campagne de notoriété? À qui tu l'attribues? Alors après, il faut un peu réfléchir. Le tracking des sources marche plutôt moyen quand même, hein, globalement. Déjà, il y a toujours une question, c'est premier clic, dernier clic. Et 3, tu ne traques pas tout ce qui n'est pas des clics. En fait, voilà. Moi, je vous ai parlé de front tout à l'heure. Peut-être qu'il y en a qui vont aller voir. Et ça, c'est pas mis dans les trucs d'acquisition. Et voilà. Bon, alors, ils ne m'ont pas payé pour que je vous parle de front. Donc, mais s'ils m'avaient payé, vous ne sauriez pas. Ils ne sauraient pas. Voilà. Donc, ouais, ça, c'est pas simple. Déjà, si on a déjà le LTV sur CAC global qui est fiable, déjà, c'est vachement sympa. Après, si on peut faire un LTV sur CAC segmenté, c'est bien aussi, mais c'est pas simple. Pour moi, c'est du plus, quoi. Du plus. Quitte à choisir, je pense qu'il vaut mieux réfléchir à comment améliorer son LTV sur CAC de façon globale, mais détaillée sur chacune des actions, plutôt que d'essayer de passer du temps à faire un LTV sur CAC segmenté. Voilà. J'imagine que déjà, on peut faire un LTV sur CAC commerciaux, et un LTV sur CAC un peu product-led. Oui, mais par exemple, la campagne de notoriété, elle bosse pour les commerciaux aussi. Ou alors après, sinon, tu divises, tu fais un ratio et tu as une partie ciblée, une partie pas ciblée qui est répartie de façon uniforme. C'est possible. Mais bon, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Donc du coup, réduire les dépenses. Alors, sur le coût des commerciaux, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est calculer les KPI sur les clients qui sont rentrés par commerciaux. Donc ça, en segmentation, ça tu peux faire. Tu peux calculer le taux de churn par commercial, en fait. Et moi, ça, je l'ai fait chez Spread. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des commerciaux qui avaient des taux de churn sur leurs clients qui étaient avec des ratios de 1 à 3.
J'en avais qui rentraient des clients, ces clients avaient 2% de taux de churn et l'autre, il avait 6% de taux de churn. Vous imaginez le truc, quoi. Là, évidemment, ils étaient payés à peu près pareil. Ils étaient à peu près payés pareil parce que eux, ils étaient payés sur un pourcentage sur le montant annuel de l'abonnement. Voilà, un truc comme ça. Donc, sauf que dans un cas, il y en a un qui restait 1 an et dans l'autre cas, il restait 3 ans. Donc, dans celui qui reste 1 an, en fait, c'est pas compliqué, il n'est pas rentable. Le commercial n'est pas rentable, donc du coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le partage des bonnes pratiques, voilà, ça c'est le genre de choses qui fait qu'à un moment il faut se remettre en cause la façon dont travaillent les commerciaux, pas forcément les commerciaux, hein. Des fois c'est juste qu'eux-mêmes ciblent pas les bons clients par exemple. Voilà, alors on peut calculer nos taux de conversion par canaux d'acquisition, par topologie client, ça on peut faire par exemple. Les taux de conversion, on peut avoir des choses qui vont être un peu plus précises sans aller jusque dans le détail des KPI. Alors, mieux cibler les clients, ça je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, où le marketing doit aller chercher les clients qui ont vraiment de la valeur et qui vous font gagner du business. Et puis, le troisième, c'est recruter le plus tard possible. Ça sert. Moi, j'ai toujours recruté trop tôt. Donc, moi, j'avais une armée mexicaine au marketing à un moment. On était 20, il devait être 10 au marketing. C'était un truc complètement débile. Voilà, donc plus vous recrutez tard, plus vous limitez les dépenses et vous limitez les charges fixes. Donc moi aujourd'hui, ce que je conseille, c'est plutôt de bosser avec des freelances. Vous aurez des gens qui sont plus capés que les alternants ou les stagiaires que vous allez prendre, ou les juniors, parce qu'en fait, vous n'avez pas le budget pour prendre un senior, parce qu'en fait, vous n'avez pas encore levé des fonds. Voilà. Enfin, la réalité du terrain, c'est ça, enfin, je pense. Hein. Qu'est-ce qui a levé déjà parmi vous ? Ouais, donc pas beaucoup encore. Ah, quand même. Ouais. Un tiers. Donc de toute façon, même si vous avez élevé, vous n'avez quand même pas beaucoup de sous, ça part quand même très très vite au début parce qu'on n'a aucune source de revenus. Après, ça va mieux, hein, ça part plus doucement. Voilà, donc recruter le plus tard possible, ça c'est vraiment un tips d'expérience, vraiment le plus tard possible, quoi. Vraiment le plus tard possible. Alors, maintenant, si on part d'un troisième axe qui va être l'augmentation de l'ARPU. Alors là, on va retrouver un petit peu des choses qu'on a dit. Donc, doubler les prix pour les nouveaux clients. Ça, c'est facile. Hein. C'est vraiment un truc très, très facile. N'hésitez pas à le faire. Créer un nouveau plan premium. On en parlait. Il y a toujours un sujet là-dessus. Une façon très simple de rajouter une colonne en plus, c'est de faire un tarif entreprise et de mettre à partir de 10 fois le prix d'avant. Voilà. Ça, c'est une façon d'encadrer. Ça, vous pouvez le faire demain matin, non, tout à l'heure, entre midi et 2 si vous voulez. Et puis larguer les petits clients. Voilà, leur imposer de nouveaux tarifs. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, ou j'en parle plus tard. Non, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est est-ce qu'on augmente le prix des clients existants ou pas? Ça, c'est un sujet. Moi, j'ai toujours été feignant sur le sujet. Je ne l'ai jamais fait. C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. On rentre sur un tarif, on reste sur ce tarif. C'était des pratiques qui se faisaient assez souvent. Maintenant, la démarche, elle est plutôt à augmenter les clients existants. La tendance, elle est plutôt à augmenter les clients existants aussi, et voire à les augmenter régulièrement. Et ce qui a un impact super important sur votre NRR, et qui présente un risque qui n'est pas forcément très élevé. Il y a Chartmogul qui a fait un super article de blog là-dessus. Chartmogul, c'est un outil pour faire des KPI SaaS. Ils ont changé complètement leur business model. Ils ont considérablement augmenté leurs tarifs. Et ils ont tout expliqué, ils ont mis tous les chiffres de combien ils avaient perdu de clients et combien ils avaient gagné d'argent à la fin. Je ne les ai plus en tête, mais en gros, ils avaient dû perdre, allez, on va dire, la moitié des clients, et en chiffre total, ils ont fait plus 50% sur le MRR. C'est-à-dire qu'ils avaient moins de clients et gagnaient plus d'argent. Ce qui veut dire qu'en fait, ils ont augmenté leur rentabilité de façon extraordinaire.
moins d'efforts aussi, ça on ne dit pas assez. Ben exactement. Moins d'efforts sur les clients. Évidemment. Évidemment, ça c'est clair. Et puis on garde que les clients pour lesquels on délivre le maximum de valeur, qui sont prêts à payer en fonction de ça. Je vous avais parlé tout à l'heure de l'adéquation entre la valeur délivrée et le prix payé par le client. Si on augmente le prix, automatiquement, les clients qui considèrent qu'on ne va pas délivrer assez de valeur pour eux, ils vont partir. Mais on va garder que ceux pour lesquels on délivre le plus de valeur. C'est-à-dire que même en termes de développement produit, on va être beaucoup plus concentré. On va aussi nativement être beaucoup plus concentré. Parce que quand on a des clients pour lesquels on ne délivre pas assez de valeur, c'est des clients qui vont vous dire « Ah ouais, mais en fait, il me faudrait telle fonctionnalité. » Voilà, typiquement. Ou alors commercialement, le client qui dit « Non, mais dès que vous avez telle fonctionnalité, je signe pour vous. » En fait, c'est que ce n'est pas un client pour vous. Voilà, il ne faut pas le prendre. Il ne faut pas le prendre. Et puis, le dernier élément, c'est la partie réduction du churn. Et je vous ai remis la timeline client, parce qu'en fait, c'est intéressant de réfléchir toujours pour aller chercher le détail, pour aller chercher tous les points d'impact que l'on va pouvoir travailler. C'est un client, à un moment, il est prospect, là, il va signer, il va faire son onboarding. Son onboarding va être fini, il va utiliser le produit, il va être en run. À un moment, il va décider de churner, il churn, et il y a la réactivation. On oublie souvent la réactivation des clients. Et alors ça, c'est aussi un truc super intéressant quand on veut améliorer notre acquisition, c'est de travailler les anciens clients. Au niveau prospect, pour réduire le churn, il faut mieux les cibler. Au niveau de l'onboarding, il faut vraiment leur apporter un service. C'est un moment critique, hein, l'onboarding. Suivant les produits, ça peut être plus ou moins compliqué et ça peut être un moment d'échec. Voilà. Le client ne reçoit pas de valeur assez rapidement. Ça, c'est un des gros sujets dans le product-led, d'ailleurs, de façon globale, mais qui marche pour tout. Hein. C'est comment est-ce qu'on délivre le plus rapidement possible à un client de la valeur. Je vais vous donner un exemple, on a un produit qui est assez complexe. Quand on crée notre back-office, ouais, on est super en retard. Quand on crée notre back-office, on va injecter des données de démonstration, par exemple. Ça, c'est un exemple pour délivrer de la valeur. Des fois, on a des outils où, sans données de démonstration, ben, en fait, ça ne donne rien. Tiens, on ouvre un site e-commerce. Si je vous donne un site e-commerce aujourd'hui où il n'y a pas 3 produits dedans, bah, vous n'allez pas comprendre que c'est un site e-commerce. Donc voilà, exemple de données de démonstration. Donc vous avez votre outil, est-ce qu'il y a tout de suite quelque chose de disponible? Est-ce que vous avez une application qui vend des livres? Est-ce qu'il y a directement des livres à lire? Est-ce qu'on peut consulter les 3 premières pages de n'importe quel livre? Voilà. Est-ce qu'on peut délivrer de la valeur immédiatement? Donc dans votre produit, un utilisateur se connecte, il lui faut combien de temps pour avoir de la valeur? Ça, c'est un indicateur super important en product. Ensuite, l'utilisation. Et dans l'utilisation, c'est là où le CSM et le marketing doivent bosser, c'est pour développer les usages. Un des gros sujets, c'est qu'un client, il va rentrer par rapport à un problème qu'il a. Donc, est-ce que ce problème-là fait en sorte qu'il va utiliser de plus en plus votre outil? Ou est-ce que vous avez besoin de lui dire « Tiens, mais au fait, est-ce que tu sais que mon truc, tu peux aussi l'utiliser pour faire ça ?» Voilà. Moi, ça, c'était mon produit chez Spread. On faisait beaucoup de choses. On faisait des campagnes marketing, d'acquisition, de fidélisation, de machin, du parrainage, des programmes ambassadeurs, des jeux sur Facebook, enfin, plein de trucs. Et en fait, on avait des clients, tous nos clients, ils utilisaient ça de notre produit. Ils faisaient ça notre produit et ils utilisaient ça. Donc, un de nos gros boulots, c'était de dire, bah, tiens, tu vas utiliser ça, mais en plus, tu vas utiliser ça à côté. Voilà. Et là, déjà, il avait doublé son usage. Et ça, en termes de fidélisation, c'est hyper important. Le churn, ben en fait sur le churn, on ne peut pas faire grand-chose. Tous les trucs de détection du churn, de réactivation du churn, pour éviter le churn, pour moi, ça c'est des trucs où vous travaillez pour rien. Le client est décidé de partir, il faut le laisser partir. Il faut le laisser partir, vous ne pouvez pas rattraper un client qui va partir. Vous essayez, hein, mais ça va être beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est de partir avec lui dans de bonnes conditions, de comprendre pourquoi il part, il y a peut-être des choses pour le product,
il y a peut-être des choses pour le produit, il y a peut-être des choses là, il y a peut-être des choses là. Moi, j'ai des clients qui sont partis parce qu'ils sont partis chez un concurrent pour utiliser une fonctionnalité, ils n'avaient pas compris que nous, on l'avait aussi. T'es là, non, c'est pas possible. Voilà, c'est pas grave, il faut le laisser partir quand même. Et puis enfin, réduire le churn. Alors, c'est pas tout à fait réduire le churn, mais je l'ai quand même mis là, parce qu'en fait, du coup, ça va rentrer dans l'acquisition. Alors moi, dans mes KPI, j'ai toujours identifié de façon spécifique les réactivations clients. Donc, quelqu'un qui est parti client et qui est revenu client. Parce que ça, c'est intéressant. Et en fait, on se rend compte que les clients, quand on a eu un bon relationnel, quand on a bien bossé avec eux, eh bien, des fois, ils reviennent. Des fois, ils reviennent dans la même boîte. Des fois, ils reviennent dans la nouvelle boîte où ils sont. Moi, chez Spread, j'avais plein de clients, ils avaient utilisé Spread dans une boîte et au bout de 3, 4, 5 ans, même 2 ans chez les responsables marketing, ils allaient chez un autre e-commerçant et puis ils disaient « Ouais, mais en fait, moi, j'aimerais bien Spread. » Et en fait, ils prenaient Spread chez le concurrent. Super intéressant. Mais ça, il faut le bosser du coup. Il faut le bosser. Moins cher qu'une acquisition. Ah bah, largement. Largement. C'est du velours. Moi, mes commerciaux, ils avaient compris le truc. Hein. Ils rappelaient tout le temps leurs anciens clients. 2 fois par an, en fait, ils prenaient la liste des anciens clients qu'ils avaient signés, ils les rappelaient. Et ils en signaient un régulièrement, quoi. C'était vraiment, vraiment important. On va sauter cette partie QA parce que vous m'en avez posé pas mal. Je voudrais vous montrer ça parce que je trouve que c'est intéressant et on va regarder. On a encore le temps ? On a 5 minutes, on va essayer de... On a commencé à... Ok. Olivier ? Ouais, pas de souci. Alors, je vais vous proposer une petite méthode pour définir vos prix, vous faire un petit atelier chez vous. Allez, moment pub, sinon je peux vous aider là-dessus, pas de souci. Mais pour choisir un bon prix, la première question à se poser, c'est pour vous, qu'est-ce que c'est un bon prix? Et là, la réponse, ça va être différente. Vous allez pouvoir vous donner des pistes. Pour moi, à un moment, c'est quels sont vos objectifs? Quels sont vos critères? Voilà. Je veux dire, j'ai fait un atelier lundi avec une boîte sur le sujet. Et le premier truc qu'il m'a dit, moi, le bon prix, c'est celui où je n'ai pas l'impression de voler mes clients. Je ne l'attendais pas. Voilà. Ok, bon, ok. Bah, très bien, on note parce que c'est pour toi, c'est ce qui va faire que tu vas avoir une acceptation par rapport à ton prix. Donc, il faut prendre en compte ces éléments-là. Si on n'accepte pas un prix, on ne le vend pas. Et puis après, quelque part, quels sont les critères qui vont faire qu'à la fin, on va dire « Ok, mon prix, c'est le bon prix ». Deuxième sujet, c'est les éléments de contexte. Alors ça, c'est un peu la méthode design sprint, en fait. D'abord, on va regarder autour ce qui se passe. On va pas se jeter tout de suite sur la problématique. On va faire un point global. Nos concurrents, comment ils fonctionnent? Comment ça fonctionne dans l'écosystème? Quelles sont les possibilités diverses et variées? Est-ce qu'on a des problématiques parce que nos clients ils ont des modèles économiques particuliers? Des choses comme ça. Est-ce qu'on a des problématiques de marge? On parlait de marge tout à l'heure. On a des coûts qui sont importants. Voilà. À quoi ça sert tout ça? Troisième point, on est encore sur un élément de contexte, c'est quelle est la valeur que l'on va délivrer. En fait, on a tous un petit peu des idées de valeur. C'est un atelier à faire en groupe, à plusieurs dans la boîte, au moins tous les fondateurs, tous les gens qui sont en contact avec les clients, etc. Poser la valeur. Poser la valeur, ça veut dire l'écrire. Ça veut dire l'écrire parce qu'à un moment, tout le monde ne se rend pas compte de la valeur délivrée. Moi, sur l'atelier que j'ai fait lundi, eh bien, en fait, il m'avait expliqué ce qu'il faisait. Ok, c'était cool, super. Puis en fait, en discutant avec lui, en fait, il me dit « Ouais, mais alors en fait, ça, en fait… Ah oui, en fait, non, mais tu m'avais pas dit ça, que tu faisais ça. » On le note. On le note. Parce qu'en fait, ce truc-là, c'est important. Ça enlève un caillou dans la deuxième chaussure du client. Donc voilà, ça c'est important. Il y a aussi les directs et les indirects, ce que je vous disais tout à l'heure, où ça a débloqué un projet immobilier chez un autre, dans une autre start-up. Voilà. Tout ça, c'est important. Poser la valeur. On n'a toujours pas parlé de comment on allait vendre, combien on allait vendre. Le sujet, il n'était pas encore là. C'est à ce moment-là qu'on va le faire. Donc là, on va réfléchir à plusieurs possibilités de business model. Et là, on fait un modèle A, un modèle B, un modèle C. Je ne parle pas de plan.
Derrière ces modèles, ils peuvent avoir des notions de volume. Est-ce que vous avez facturé à l'utilisateur, à la commission, à l'usage, à je ne sais pas quoi. Voilà. C'est là où vous allez dessiner vos modèles et vous allez créer des hypothèses. Et vous pouvez en faire autant que vous voulez. Après, juste plus vous en faites, plus ça sera long de finir l'atelier. Mais en gros, en une journée, vous avez le temps d'en faire vraiment pas mal. Et ensuite, il va falloir faire la projection financière de tous ces modèles en incluant toutes les problématiques de coût d'acquisition, de rentabilité, et vous allez calculer les KPI. Et du coup, avec ces KPI, vous allez tout de suite y voir vachement plus clair. Vous allez voir, c'est assez marrant. Il y a tout de suite des trucs, on se dit, oh là, ce modèle-là, non, là, il n'est pas bon, là, ça ne marche pas. Et si je fais ça, oh là, mais ça va paraître beaucoup trop cher, voilà, par exemple. Donc vous allez tout de suite avoir des projections par rapport à ça. Et puis la dernière étape, c'est choisir le pricing. Et choisir le pricing, en fait, c'est là où la première condition, elle est importante, c'est que vous allez le choisir en fonction de ce que vous avez défini sur la première étape. Et du coup, là-bas, vous avez votre liste à cocher, vous avez toutes vos conditions, et vous allez pouvoir, sur chacun de vos prix, dire, OK, est-ce que ça correspond à ça? 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 Voilà. Et là, à la fin, normalement, vous avez une idée précise du pricing qui va vous permettre de démarrer et d'avoir le résultat de ce que vous voulez. Alors éventuellement, vous pouvez refaire une petite boucle, hein, parce que de temps en temps, on se rend compte de choses qu'on a oubliées à certains endroits, et c'est intéressant de retravailler. En fait, cette mécanique-là, elle n'est pas ponctuelle, elle est permanente. Moi, mon pricing chez Spread, je l'ai changé 10 fois. En gros, une fois par an. De façon plus ou moins importante, suivant les moments. Mais je pense que j'ai eu au moins 4 pricing vraiment différents. Vraiment différents, avec des bases de calcul différentes. Après, on mettait un nouveau plan, on tentait des nouveaux trucs, machin, etc. Donc en fait, le pricing, il est mobile. C'est un outil qui vous permet d'avancer, de tester des choses, de voir par rapport à la maturité. D'ailleurs, c'est la même chose que sur les plans de commission pour les commerciaux. Les plans de commission, ils changent tous les ans aussi. C'est normal. Et tout le système de calcul change. Parce qu'en fait, il doit être aligné à vos objectifs du moment. Et vos objectifs évoluent dans le temps. De temps en temps, vous allez aller chercher la rentabilité. De temps en temps, vous allez du cash pour aller chercher de la croissance. De temps en temps, vous allez chercher à réduire le churn. Voilà, donc les problématiques vont être différentes suivant les moments. Donc du coup, ce process, il est vraiment itératif. C'est quelque chose que vous pouvez faire tous les ans. Et le process, le pricing existant, en fait, fait partie des éléments de contexte, mais qui sont remis à plat complètement à chaque fois. Donc voilà, ça c'est une petite méthode que vous pouvez suivre. Ouais. Est-ce qu'on prend en compte l'inflation ou pas? Alors, bonne question. Dans le SaaS, traditionnellement, on ne fait pas d'augmentation liée notamment à l'indice Syntec. En informatique, il y a beaucoup de contrats qui sont indexés sur l'indice Syntec. Moi, je pense que c'est une bonne idée de le faire. Il y a un sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le client il s'habitue à ce que son prix il bouge. Un client qui est sclérosé sur son prix, c'est embêtant. Il ne va pas avoir l'habitude et il ne va pas bien encaisser les augmentations. Il va être très réticent aux augmentations. S'il y a une part variable qui fait que le client, ça bouge tout le temps un petit peu, on l'augmente un petit peu tous les mois, tout ça, tous les ans, c'est intéressant. Mais du coup, il faut avoir une solution de facturation qui gère tout ça. Attends, Alors juste, quand on choisit un pricing, déjà même sur la définition de pricing, est-ce que c'est sur le modèle qu'on choisit pour établir un prix? Et dans un exemple, ça va être par exemple quand on est Notion, est-ce qu'on fait payer au collaborateur ou à la page? Alors moi, quand je parle de pricing, c'est, on va dire, tout ce qui est sur la grille tarifaire. Tes différents plans, quelles fonctionnalités tu as dans quel plan, quelles sont les notions qui te permettent de travailler sur une notion de volume. Voilà, c'est tout ça, ce que je mets dans le côté pricing. Identifier quel modèle est... Ça, c'est le produit. Alors, c'est au moment où tu vas créer des hypothèses, tu vas déjà poser des idées de comment est-ce que... Un des gros sujets du pricing, c'est comment est-ce que je fais payer plus cher les gros clients quand même. Hein. Voilà. Ou comment est-ce que je fais payer plus cher les gros utilisateurs. On parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui, de dire tiens, moi j'ai des utilisateurs, ils ne passent pas sur le plan d'après.
voilà, là, il y a une vraie question. Donc là, c'est là où le produit est intéressant, c'est là où les CSM sont intéressants, c'est là où les commerciaux sont intéressants à rentrer dans la discussion. Et en fait, quand on va voir des gens qui ont des intérêts différents, on va voir qu'ils vont avoir une vision différente de la mécanique et de ce qui fait les motivations des clients et ce qui fait la valeur délivrée. Donc là-dessus, il y a plein de modèles qui existent, mais là, vous allez les voir en allant voir chez vos concurrents ou aller voir sur d'autres trucs. Il y a plein de modèles qui existent et faudrait un catalogue des modèles, mais celui-là, je ne l'ai pas fait. Ouais. Et comment est-ce qu'on va prendre en considération tout ce qui va être réduction, que ce soit un code promo, des notions de parrainage, du perks par exemple? Ouais. En fait, tout ce qui est, toutes ces mécaniques-là, c'est des mécaniques qui vont rentrer dans tes coûts d'acquisition. Donc, du coup, c'est à voir si, d'un côté, ça te réduit ton coût d'acquisition. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait un tiers de la LTV qui permettait de couvrir les coûts d'acquisition. Est-ce que si tu fais des choses comme ça te permet de réduire ton coût d'acquisition? Si tu fais une promo annuelle, est-ce que ça va te permet de rentrer plus de clients, donc réduire ton coût d'acquisition? Voilà, c'est tout le temps cette mécanique-là. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça a effectivement un impact sur ta volumétrie, voilà. Mais c'est ça l'objectif, parce que sinon ça va faire augmenter ton coût d'acquisition et ça peut être voilà, un peu embêtant. Par exemple, pour des clients là on a vu par exemple juste augmenter les prix, quelqu'un qui est hyper engagé, qui est un super client et du jour au lendemain on lui augmente son prix, est-ce que ça risque pas de... comment est-ce qu'on amène la chose sans qu'il y ait d'amélioration du produit? C'est peut-être celui qui est le plus facile à augmenter. Parce qu'en fait, c'est celui qui probablement retire le plus de valeur. Okay. Voilà. Et donc, a priori, c'est peut-être celui qui est le plus facile à augmenter. Après, quand tu as des clients comme ça qui sont un peu des ambassadeurs, etc., il faut trouver autre chose. Alors, en général, quand on augmente notre prix, c'est que il y a eu des nouvelles fonctionnalités. En général, notre produit, il ne reste pas tel quel. Et quand on a signé il y a 2 ans après, le produit, il n'a plus grand-chose à voir, quoi. Il délivre beaucoup plus. Donc, il y a une vraie raison pour laquelle il faut faire ça. Tiens, je pensais par rapport à la clause du grand-père. Moi, ce que je faisais sur la clause du grand-père, c'est effectivement, il restait sur le même prix, mais les fonctionnalités étaient bloquées. S'ils voulaient avoir les nouvelles fonctionnalités, ils étaient obligés de passer sur les nouveaux abonnements. Donc c'est un peu pénible à faire parce que ça faut gérer beaucoup de modèles d'abonnement. C'est pour ça notamment que Stripe, c'est pas une bonne solution. Mais voilà, ça c'est une solution. Moi je pense aux gros clients qui peuvent avoir un pouvoir de marché que n'ont pas les plus petits clients, justement. C'est-à-dire moi spontanément, j'ai tendance à penser que le petit client il va payer cher. Alors ça c'est un bon truc. Souvent moi je bosse avec les startups et je dis non mais nous les gros clients on fait dégressif. Bah non, on fait progressif. Et si vous regardez les business models, allez voir le pricing de tout le monde, de Salesforce à Notion, allez voir le pricing. Vous verrez que maintenant il y a un truc, c'est que les plans ils sont limités en nombre d'utilisateurs. Le premier plan, c'est jusqu'à 3 utilisateurs. Le deuxième plan, c'est jusqu'à 20 utilisateurs. Et après, on prend. Et du coup, on passe de 5 à 10 à 30 € par mois par utilisateur. Salesforce, c'est ça. Salesforce, le gros client, il n'a pas l'abonnement à 35. Il a l'abonnement à 250 par utilisateur par mois. Voilà. Donc, en fait, la dégressivité, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce que vous allez faire payer moins cher ceux qui peuvent payer plus cher. Ça, il ne faut pas faire. Et il faut bien penser que plus les gens ont de volume, plus vous allez leur apporter de valeur. C'est-à-dire, par exemple, on a un outil collaboratif. Plus il y a de gens qui sont dans l'outil collaboratif, plus ça va apporter de valeur globale à l'équipe sur la collaboration. Voilà. Et aucune raison pour laquelle ça pourrait être dégressif. Alors là, il y a une astuce assez classique. Alors la répartition des fonctionnalités est hyper importante. Notamment, il y a beaucoup de différences de fonctionnalités sur la gestion des droits utilisateurs. On peut, typiquement, les premiers plans, tout le monde est administrateur. Après, on peut avoir des rôles. Voilà, on peut être administrateur, machin, etc. Après, on peut avoir des groupes d'utilisateurs. Et puis dans le dernier plan, on fait la connexion SSO où on se connecte à l'Active Directory. Et là, les grosses boîtes, elles ont besoin de ça.
Et c'est une fonctionnalité qui coûte pas si cher que ça à développer, mais en réalité, c'est ce qui vous permet de vendre 10 fois plus cher. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça, en fait. Donc ça, la dégressivité, pitié, ne le faites pas, quoi. C'est vraiment un truc, mauvaise idée, quoi. Mauvaise idée. Les gros clients doivent payer plus cher. À vous de trouver dans le pricing comment est-ce que vous allez faire. Voilà. Mais c'est ça le but du jeu. C'est ça le but du jeu. Un mot de la fin ou les 3 grandes leçons qu'on doit se tirer de ça. Tout. Non. J'aurais quand même peut-être laissé les petits clients qui font perdre du temps, surtout dans le début de boîte. Ouais, c'est un vrai sujet. Ouais. Les clients chronophages qui font pas. Donc, un truc, ouais, bien cibler ses clients, avoir vraiment le client qui est dans notre cœur de cible. Pas hésiter à changer les prix autant que vous voulez. Autant que vous voulez. Tous les mois si vous voulez changer les prix. Franchement, on se met beaucoup de freins là-dessus. Hein. Moi, j'ai changé les prix tous les ans, ça n'a jamais posé aucun problème. Sur les nouveaux clients. Moi, je l'ai fait sur les nouveaux clients, mais je l'ai bloqué sur les fonctionnalités. Ça n'a jamais posé aucun problème. Et les CSM upgradaient les clients après, les changeaient de plan. Et puis, allez essayer de comprendre la valeur que vous délivrez aux clients. Ça, c'est quelque chose d'assez difficile. Et là, incluez toute l'équipe pour aller chercher la valeur et les éléments de valeur pour comprendre ce qu'on délivre comme valeur aux clients. C'est ce qui va vous permettre d'augmenter les prix. Et globalement, vous allez augmenter les prix et jamais les baisser. Voilà. C'est la vie d'une startup, on augmente les prix et à la fin, on est cher. Et on est cher et on est bien, mais c'est comme ça. Surtout en France, surtout en Europe. Le marché, il n'est pas énorme. On ne peut pas faire Mailjet. C'est pas possible. On ne pourra jamais faire Mailjet en France. Et encore, Mailjet a aussi considérablement augmenté ses prix. Enfin, tous ces trucs-là. Donc voilà, ça fait 3 choses, ça fait 3 trucs. Voilà. Et si vous voulez de l'aide, moment de pub, on peut faire ensemble un atelier, si vous avez besoin que je vous secoue un peu sur des trucs. On a souvent ce qu'on appelle j'ai perdu le truc. Des croyances limitantes. Ça, c'est un truc, les croyances limitantes, c'est on pense à la place de nos clients. Donc, ne pensez pas à la place de vos clients. Imaginez des choses, allez leur demander, mais ne pensez pas à la place de vos clients. Ne dites pas, je ne vais pas faire ça parce que mon client, machin. Il va partir, il ne va pas aimer, il ne va pas l'utiliser, il ne va pas machin. Vous ne pouvez pas penser à la place du client. Voilà, ça c'est le dernier mot de la fin. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Audio Jungle.